Allô, allô tout le monde. Je laisse rentrer tout le monde. OK. Ben, allô, on voit plein de visages connus. Allô Edith, allô Méredith, allô tout le monde. On est super content de vous accueillir. Je vais juste voir si ça fonctionne. J'ai essayé juste de désactiver ma salle d'attente pour que tout le monde puisse rentrer sans que j'aille à admettre tout le monde, parce que ça crée comme une petite particularité. OK. Donc, ben, bienvenue à ce midi sur la sélectivité alimentaire avec ma belle collègue Gabrielle qui est avec nous. Je vais te laisser te présenter tout à l'heure, Gabrielle, ce sera pas long. Oui. Moi, j'avais super hâte à ce midi-ci parce que, l'alimentation, je pense que c'est un sujet que, puis j'ai vu, tu sais, la quantité de gens, là, il y a comme 300 personnes inscrites, je sais pas combien, excuse Gabriel, je voulais pas augmenter le stress, mais il y a comme 300 personnes inscrites, je sais pas combien il va y avoir de personnes ce midi, mais bon, je pense que c'est un sujet qui vient chercher beaucoup d'intérêt, qui nous questionne beaucoup parce qu'on en retrouve là, des défis dans le quotidien, là, nos cocos, autant TSA que pas TSA. Puis moi, j'avais super hâte parce que souvent, je parle avec Gabrielle au quotidien, tu sais, de Hey, j'ai telle affaire, là, qu'est-ce que t'en penses? Puis chaque fois, ben, puis là, Gabrielle, je te le dis, puis c'est vraiment comme ça, je suis sûre que tout le monde va ressortir aujourd'hui. Chaque fois, elle a une façon très, très à elle, tu sais, d'analyser la situation, de le comprendre d'une façon qui est très, très ancrée dans le quotidien. Ça, moi, je fais comme, ah ouais, j'ai jamais pensé à ça. Puis ça change un peu ma perception, ma façon d'intervenir. Fait que j'ai aussi très, très hâte de l'entendre. En fait, je suis sûre que moi aussi, je vais apprendre full chose. Fait que voilà. Fait que, on va faire un peu comme les autres fois. Pour celles qui sont venues souvent, vous le savez, mais j'ai plein de questions à poser à Gabrielle. Fait qu'on va jaser. Puis à la fin, on prendra le temps d'échanger ensemble si vous avez des questions. Mais tu sais, si vous en avez au fur et à mesure aussi, si vous voulez les mettre dans le chat, ça va peut-être nous aider un peu à diriger, hein, Gabrielle, Oui, absolument. vers quoi, ce dont on va vous parler. Puis peut-être de prévoir aussi du temps, suffisant pour répondre aux questions. Si ça vous tente, partez pas trop vite à la fin parce que c'est le dernier lunch TSA de l'automne, puis j'ai comme envie de vous dire ce qui s'en vient pour l'hiver, puis de vous dire aussi comment rejoindre Gabriel au besoin si vous avez besoin d'accompagnement ou autre là, par la suite. Donc, Gabriel, ergothérapeute, Oui, est-ce que je te laisse te présenter? Je pense que je peux brièvement me sinon, je vais oublier présenter. des trucs, je pense. Ouais. Dans le fond, c'est bien correct. Mon nom, c'est Gabrielle. Je suis ergothérapeute depuis d'une dizaine d'années. Dans le fond, je travaille à la CRCM depuis 5 ans. Puis j'arrive mon temps en ce moment aussi avec le Centre de réadaptation en déficience physique puis CRDI TSA à Granby. Euh, Donc, c'est pas mal ça. Je travaille beaucoup avec les 0-6 ans, puis en clinique privée, ben, on va plus haut dans les âges. Donc, mes dadas dans la vie, c'est vraiment la pédiatrie, la sélectivité alimentaire, puis la dysphagie. Donc, je suis très contente d'être avec vous. Puis, je veux juste vous dire, j'ai pas toutes les réponses. Puis, si vous avez des choses à dire ou vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Oui, effectivement, parce qu'il y a comme un genre de sentiment d'imposteur, je pense, qui habite tout le monde qui vient parler avec moi, parce que tout le monde est comme, ben là, je sais pas tout, puis je rassure toujours en disant, tu sais, ces midis-là, je les fais pour que ça soit très convivial, juste pour que tout le monde se rejoigne, qu'on discute, puis peut-être que pour certains, c'est juste comme une répétition de choses que vous connaissez, peut-être qu'il y en a qui vont dire, hey, j'ai appris plein de choses, puis s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord, mais justement, nous aussi, on est là pour apprendre. Puis, Gabrielle, elle l'a pas dit, mais tu sais, pour moi, elle a vraiment une solide expertise, là, autant en TSA qu'en alimentation. Je fais pas ça mais pour ma part, puis j'y crois vraiment. Fait que voilà, merci beaucoup d'être là. Donc, ouais. Tu sais, on veut parler de sélectivité alimentaire. Fait que j'ai comme envie, peut-être, Gabrielle, là, c'est pas juste des ergots qui sont ici avec nous, là. Tu peux-tu Oui. nous dire un peu, c'est quoi ça, la sélectivité alimentaire? Ouais. La sélectivité alimentaire, c'est vraiment une bébite difficile, là, en tout cas en ergothérapie puis avec mes collègues. La sélectivité alimentaire n'a pas une définition très claire dans la littérature. Il n'y a pas non plus de définition commune. Mais ce qu'on est d'accord, c'est que c'est vraiment la consommation. C'est comme un terme générique, là. Puis dans le fond, c'est vraiment la consommation limitée d'aliments, que ce soit le refus complet d'une catégorie d'aliments ou de plusieurs aliments. Puis, il y a aussi une nouvelle tendance dans les définitions à rentrer qui est la sélectivité alimentaire peut aussi découler de changements fréquents de préférences alimentaires. Ces changements fréquents-là de refus alimentaire ou des changements, ça peut être dû par les préférences sensorielles, le tempérament, le niveau de développement, s'il y a des diagnostics, la nouveauté. Donc, c'est vraiment le refus et le rejet de plusieurs aliments. Mhm. Fait comme un peu un enfant difficile, ou tu sais, c'est-tu comme avant, Ouais. on disait, il est difficile, mais c'est ça ou c'est pire un peu, tu sais? Ben, un enfant difficile, c'est comme un terme que j'essaye de retirer de mon vocabulaire, qui est pas facile, parce que quand un enfant est difficile, souvent il y a une raison qui est sous-jacente.
Puis il faut aller la chercher, que ça soit du comportement, que ça soit médical, que ça soit sensoriel. Il y a toujours une raison pourquoi, ou le stress de l'environnement, où il y a moins de bienveillance, il y a plus d'insistance à l'alimentation. Quand un enfant est difficile à la table, il y a une raison, puis il faut aller la chercher. Mhm. Puis, tu sais, il y a ben, je sais pas, je voulais pas te Bon, couper, mais tu sais, on parce va. que c'est des termes que j'entends, puis on parle aussi des fois de néophobie alimentaire. Ouais. Ça aussi, La... ça, c'est pas la même chose non plus. Non, c'est pas la même chose. La néophobie alimentaire, c'est comme la sélectivité alimentaire puis la néophobie alimentaire, c'est des concepts qui s'entrecoupent. Mais la néophobie alimentaire, c'est vraiment une prudence alimentaire visuelle. Donc, je refuse l'aliment au plan visuel avant même d'y goûter. Puis c'est dans le développement des enfants. Je pense que ça commence à 10 mois, puis ça peut aller jusqu'à 3, 4, 7 ans. Puis la sélectivité alimentaire, c'est des enfants qui peuvent goûter sans arrêt, mais tout refuser. Ça peut être aussi des enfants que c'était de la néophobie alimentaire, qu'ils ont été exposés beaucoup, beaucoup, beaucoup à la nouveauté, mais après un certain temps, visuellement, c'est plus de la nouveauté, là. Ça devient un refus de sélectivité. Puis la néophobie alimentaire est aussi difficile chez les enfants autistes. Elle est plus présente parce qu'ils ont beaucoup dans la littérature dit qu'il y a de la réticence à essayer la nouveauté par leur besoin de similarité, prévisibilité. Ils veulent pas changer. Puis la néophobie alimentaire, c'est comme pour sortir de la néophobie, il faut avoir envie de manger en famille, dans un environnement où il y a des interactions, où l'imitation sociale, l'imitation motrice est présente. Mais tu sais, vous le savez, là, tu sais, les enfants autistes, le vouloir et pouvoir imiter les autres, Mhm. c'est assez restreint par moment. Puis eux, en plus, c'est pas vraiment un acte signifiant manger, alors c'est comme pourquoi ils sortiraient de ce qu'ils connaissent. Mhm. Puis ça, Donc, tu m'en as parlé souvent, tu sais, j'ai envie peut-être ouais, d'aller un peu plus loin, que c'est pas signifiant à manger. Je pense qu'il y a une fois que tu me dis ça, j'ai fait, hey, ouais, hein, ça aussi, ça explique beaucoup de choses. Comme c'est pas le fun pour eux tout le temps manger, c'est ou pas- ça sert, ouais. c'est comme s'ils n'ont pas d'intérêt. Tu sais, la seule personne que que j'ai entendue autiste qui aime comme intérêt de restreindre l'alimentation, c'est une nutritionniste qui a fait les webinaires à RNETSA, mais sinon, ils n'ont pas d'intérêt réel de manger. Il y a des plus vieux que je pense que si on leur donnait l'option d'être gavés, ils diraient oui. Mhm. C'est un Donc, peu, c'est vraiment difficile de les motiver parce qu'ils veulent pas venir à la table. puis, tu sais, il y a toute la notion de plaisir aussi, là. Tu sais, ça me fait Ouais, penser que j'ai deux jeunes filles que j'ai vues dernièrement, puis ils me disaient, ben, moi, je mange parce que je reste en vie. Puis, mais tu sais, il n'y avait aucune notion de ça me sert à avoir du plaisir, à être avec les autres. C'est non. juste Ils incroyable. ont aucun. C'est vraiment comme non signifiant. Eux, par exemple, ils peuvent faire beaucoup de choses autres, mais ça, ils mangent pour survivre, là. Ils savent juste qu'il faut qu'ils en mangent, là. Mhm. Ils n'ont Puis, pas l'intérêt non plus de changer. Ils aiment la même chose tout le temps. ouais, c'est pas comme si diversifier des repas pour eux, c'est important, ou même si. Non, puis c'est là que la motivation intrinsèque d'un enfant autiste à vouloir changer son répertoire alimentaire qui peut être cristallisé devient extrêmement difficile. Mhm. Peux-tu comme préciser Ben, ça? parce que dans le fond, lui, il aime toujours la même chose. Il y a des cycles d'alimentation sécurisants. Il voit pas l'intérêt de changer son alimentation. Puis c'est pas signifiant pour lui de faire un effort pour changer. Donc, ça devient plus difficile d'aller creuser pour avoir une motivation chez lui de faire des changements au sein même de son alimentation. Mhm. Parce qu'en fait, le changement que nous, on aime, tu sais, hier, j'ai mangé du spaghetti, aujourd'hui, ça me tente pas. Nous, c'est intéressant de changer. Pour eux, ça fait pas ça, parce que c'est un changement, c'est pas prévisible. Exact. C'est ça. OK. Puis minime soit-il, genre un spaghetti de chez mon oncle, puis un spaghetti de chez ma tante, puis de chez moi, c'est pas le même spaghetti. Ou, tu sais, on avait une cocotte, là, tu sais, le classique, c'est les carottes, une petite carotte versus une grande carotte. Tu sais, ils n'ont pas d'intérêt non plus à changer non seulement l'aliment, mais l'apparence de l'aliment. Ouais. Puis ça explique un peu, puis là, je vais te laisser aller, c'est toi la pro, mais ça explique Non. pourquoi pourquoi il y a tant, mettons, les aliments qui sont, tu sais, commerciaux, en fait. Mettons, une pâte d'ours, C'est tout le dans temps la même. Ouais, c'est ça change tout le pas. temps la même chose. C'est prévisible. Il n'y a aucun changement possible. Mais non seulement visuellement, il n'y a aucun changement au niveau de l'apparence, mais au niveau des textures, c'est plus que prévisible dans sa bouche. Puis ça, ils vont euh, aimer ça parce que c'est sécurisant. Mm. Autant l'aliment que la présentation aussi, tu sais, l'emballage, Ouais. etc. Tu sais, dans le fond, ils disent, c'est intéressant ça parce que j'ai lu récemment que
chez les enfants autistes, l'apparence puis la texture va surpasser le goût. Ah ouais? Donc, tu sais, l'exemple que je donne souvent, c'est les huîtres. Moi, j'adore manger des huîtres, mais au niveau de l'apparence puis de la texture, je trouve ça dégoûtant. Mais je suis capable de surpasser parce que j'aime le goût. Mais selon la littérature, c'est vraiment l'apparence et la texture. Puis ça, je pense que c'est la clé de l'intervention, justement, pour aller changer les choses. OK. Puis, tantôt, Gabrielle, elle me disait, on prend-tu des questions? Ce serait le fun que les gens y Ouais. parlent. Puis Audrey, elle a une question. Fait qu'on y va dessus, puis s'il y en a Bon. trop, on Puis si arrête. je sais pas la réponse, j'invite les autres à répondre. OK. Audrey. C'est juste pour dire, tu sais, mettons, ça, c'est-tu comme plus une catégorie de personnes TSA, puis il pourrait y en avoir d'autres, tu sais, que c'est un peu l'inverse, là, tu sais, qui n'ont pas de fond, puis ont de la misère à voir la société, puis tout ça. Mais est-ce que Ouais. ceux-là qui ont peut-être pas de fond, ils ont quand même aussi tendance à aimer les mêmes aliments, puis peu Mhm. de répertoire? Ou il y Dans en le a fond, que ça, ils n'ont pas cette façon de manifester le TSA, puis qui peuvent être comme quelqu'un qui ne le serait pas là, tu sais, qui aime un peu de tout, puis veut changer dans l'alimentation je dans sais le pas. fond, En même temps, toi, tu dois voir ceux qui ont de la misère, tu sais, tu vois ceux moi, je qui... vois juste ceux qui ont de la misère, là. Ouais. Mais je vois aussi des non-TSA, là. Il y a d'autres profils Ouais. aussi, là, qu'on revient. Tu sais, ça base tout le temps sur une anxiété du changement quand même. Puis au Mhm. niveau sensoriel, c'est quand même ch- dans la sélectivité générale, tu sais, la sélectivité alimentaire générale, le sensoriel est très corrélé. Mhm. Après, le TSA, ce qui arrive, c'est qu'ils vont construire sur leur sensibilité sensorielle une construction de rigidité, de rituel, de comment ils fonctionnent. Puis là, ça devient vraiment comme un truc cristallisé, non seulement au repas, mais Mhm. tout autour. Puis je pense qu'un enfant qui mange beaucoup, tu sais, il y a des petits appétits aussi, puis il y a des Ouais. appétits très, très grands. Il y en a, c'est des mécanismes de défense. Ils vont manger beaucoup parce qu'ils savent pas s'ils vont remanger au prochain repas dans un autre milieu. Puis un enfant qui est sélectif, habituellement, il peut avoir beaucoup de volume parce qu'ils vont manger ce qu'ils aiment. Mais Mhm. c'est dans Ouais. la variété ou le maintien des aliments dans leur répertoire qu'on va trouver des difficultés. Mhm. Ben, C'est ça la c'est bon, question? ça fait bien du sens avec ce que je pensais. Parce Ben, que merci. Mhm. les enfants qui ont un volume, souvent, tu sais, souvent nos enfants sélectifs, TSA ou pas, ils vont avoir un bon volume parce qu'ils n'ont aucune difficulté de croissance. Les médecins sont jamais inquiets. Mhm. Ouais, c'est vrai ça. Puis, et là, je prends des notes parce qu'il y a tellement de choses que tu dis, je me dis, OK, il faut creuser ça. Fait que peut-être ça va avoir l'air un peu décousu, mais mettons en lien avec cette question-là, tu sais, ça m'a amené à un peu à, tu sais, les enfants là, qui, mettons, ils adorent, je sais pas, les spaghettis à maman, puis tout à coup, ben, ils en veulent plus. Puis les parents, ils nous disent, ben voyons, ils aimaient ça, ils mangeaient juste ça, puis là, du jour au lendemain, tu sais, ils veulent plus. Tu sais, moi, j'ai entendu parler de la notion de burn-out alimentaire un petit peu, tu Ouais. sais. Ben, il y a le burn-out alimentaire qui est comme la conséquence de la fixation alimentaire. Moi, j'utilise ce terme-là. Il y a d'autres termes qui existent, mais la fixation alimentaire, c'est toujours manger les mêmes aliments de la même façon. Puis à un moment donné, ces aliments-là, les enfants sélectifs, dont les enfants autistes, ils vont, tu sais, les rejeter. Ça, on le voit vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez dans votre pratique. Il buvait son biberon, là, il a arrêté. Ou il mangeait des concombres, il a arrêté. Puis on se demande toujours pourquoi cette fois-là, ça fonctionne plus. Puis j'ai pas beaucoup trouvé de réponse, mais ce que je pense, c'est que les enfants peuvent se tanner. Ça, c'est sûr à 100% de manger toujours la même chose. Après, est-ce que la perception sensorielle a différé cette fois-là parce que la température n'était pas la même, que visuellement il était un peu différent, qu'il était plus fatigué au niveau interoceptif, puis son système nerveux était plus comme on the edge, puis le stress. Est-ce qu'on l'a force, incité à manger alors qu'il n'avait pas faim? Tu sais, est-ce qu'il a encodé une fois négativement au plan alimentaire, puis là, lui, il l'a catégorisé dans sa tête terminé? Il y a aussi tout le temps le côté médical à, Mhm. tu sais, on partage, tu sais, la constipation. Il y a beaucoup, tu sais, tous les problèmes gastro-intestinaux avec les enfants autistes puis la sélectivité alimentaire, c'est corrélé, là. Intolérance, constipation, diarrhée. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que cette fois-là, il y avait mal au ventre, il l'a encodé négativement? Puis, je le dis souvent, puis Caroline, elle le sait parce qu'on l'utilise beaucoup, c'est qu'il y a une logique personnelle qu'on ne comprendra jamais. Un moment donné, ils vont arrêter, on pense qu'on a compris, on n'a rien compris. Il y a comme une logique personnelle qui leur appartient, puis c'est à nous de voir, une fois qu'il a rejeté l'aliment, est-ce qu'on accepte qu'il l'a rejeté ou on le remet dans le répertoire?
Donc, puis il y a des cycles aussi, là. Après, je peux arrêter, mais il y a des cycles d'alimentation sécurisante. Vous devez en avoir, j'en ai. Comme moi, septembre, là, avec les entrées scolaires de mes propres enfants, de mon entrée scolaire au niveau du travail, c'est des cycles anxiogènes pour moi. Donc, je vais manger beaucoup de choses que j'aime, qui me réconfortent. Alors que l'été, où je suis un peu plus frivole, que la vie va bien, que je suis en vacances, là, j'essaye plein d'affaires. Donc, je pense que les enfants autistes ont des moments stressants, puis ils vont vouloir la similarité au niveau de l'apparence, de la texture et du goût, puis ils vont vouloir avoir des petits moments où ils mangent beaucoup, beaucoup, beaucoup la même chose. Mm. Les parents, des fois, ils vont dire, ben voyons, on l'acceptait, ça marche pas, il régresse, mais c'est pas nécessairement une régression, c'est plus que là, à Non, ce moment-là, il a besoin de ça. Comme lundi, quand on se parlait, tu me disais, tu sais, après Noël, on n'en peut plus, là, de la dinde, des ouais. patates, tout ça, puis là, on a besoin d'un cycle, de quelque chose de plus normal. Puis, tu sais, les parents, je leur dis aussi souvent, la sélectivité alimentaire, c'est dynamique, là. C'est pas genre une prise de crayon statique qu'on va faire évoluer. Tu sais, c'est dynamique parce que c'est médical, c'est comportemental, c'est sensoriel, puis c'est aussi les sens internes. Mm. Tu sais, nous aussi, des fois, quand on a une dure journée, on n'a pas nécessairement envie de manger une salade au saumon, mais on a le goût de manger des pâtes qu'on connaît. Mm. Donc, c'est la même chose. C'est ça que je voulais dire, Gabrielle, quand tu as la façon Oui, de nous ramener à comment nous, on le vit aussi, parce que ces choses-là, c'est oui. la même chose chez nous, puis des fois, on n'en prend pas conscience, mais quand on est capable de se mettre dans la peau de, ben oui, nous aussi, on vit ça, mais peut-être d'une façon moins intense, il y a moins d'impact fonctionnel, mais on comprend mieux après les enfants. Puis je pense que nous, en tant que comme personne non autiste, on a la perspective de l'autre. Genre, ma mère m'a fait mon repas, elle a passé 1 heure, elle s'entend que comme elle pense que je vais l'aimer, je vais faire un effort à la table pour le goûter puis essayer de l'apprécier. Mais un enfant autiste, avoir la perspective de l'autre, c'est plus difficile. Toute la notion de désirabilité sociale, là, ça me tente pas, mais je veux faire plaisir, je veux que maman soit contente, hein. Puis C'est ça. ils verbalisent pas non plus leur refus, alors leur refus est quand même difficile à comprendre, surtout les niveaux 3. Même niveau 1, ils font juste éviter. Puis la sélectivité alimentaire, c'est beaucoup de l'évitement. Mhm. Puis, écoute, j'ai l'impression là, qu'on pourrait parler Oui, de ça pendant tellement de temps, mais bon, écoute, j'essaie de cerner puis d'aller à l'essentiel, mais j'ai envie de revenir sur la logique personnelle parce que moi, oui, depuis que tu m'as parlé de logique personnelle, c'est comme mon mot qui explique tout, puis ça parle beaucoup aussi aux parents, je trouve, hein. oui. Puis, tu sais, dis-moi si je me trompe ou je te laisse compléter, mais tu sais, ce qu'on va voir souvent chez nos cocos TSR en alimentation ou pas, c'est que des fois, ben, on a des comportements, même au niveau tu sais, de l'habillement, là, de l'habillage, mettons, il veut pas Oui, porter telle affaire, puis tout, puis on essaye de comprendre ça d'un point de vue sensoriel, puis c'est comme si ça marche pas. Tu sais, non, il n'y a pas une constante. Puis là, on se dit, mais c'est peut-être une rigidité cognitive ou c'est peut-être un peu des deux, hein. Puis c'est un peu ça que toi, que tu décris comme oui. une logique personnelle. Tu sais, on essaie de comprendre, mais on comprend pas. Puis, tu sais, ça m'amène un petit peu à ça, à te poser comme question. Tu sais, l'alimentation, tu sais, c'est sensoriel, c'est rigide. Tu sais, qu'est-ce que tu en penses? C'est de tout, là. Tu sais, je pense que sensoriellement, il y a quelque chose au niveau visuel, au niveau de l'hypersensibilité, au niveau de tes sens internes. Je pense que ça existe, puis c'est corrélé, puis la science le démontre. Mm. Toutefois, les enfants TSA, ils vont tout le temps construire à partir de là pour rigidifier leur répertoire alimentaire. Et là, embarquent toutes les autres rigidités de comment leur fonctionnement interne est. Donc, ils vont discriminer tous les détails. Et ils vont utiliser tout le temps les mêmes choses, la même façon, les mêmes rituels. Puis, ça devient très difficile de faire les changements. Il faut choisir nos batailles. Puis, un des bons exemples, c'est que j'avais un enfant je pense qu'il avait 11 ans. Puis tout le monde me dit qu'il y avait des difficultés orales motrices, que sa sélectivité alimentaire était due peut-être à plusieurs aspects, mais aussi au niveau oral motrice, il y avait des difficultés pour me rendre compte que lui il avait une rigidité de mastiquer très, très, très longtemps tous les aliments. Parce que lui, dans sa façon de fonctionner, dans ses actions ritualisées à l'alimentation, c'était d'amener la même texture à chaque bouchée. Donc, lui, avant de déglutir, il fallait qu'il atteigne une espèce de texture lisse, homogène, exactement ce qu'il doit percevoir au niveau sensoriel. C'est Mais quelque c'était plus ça qui était difficile. C'est pour ça qu'il voulait pas aller à la table, parce que c'était trop long à manger, parce qu'il y avait une rigidité sur la texture à avaler. Puis comment tu as réussi, tu sais, à comprendre ça? Est-ce que tu es capable de le nommer? Est-ce Et que... parce que lui, il était verbal, puis j'ai réussi comme à me rendre jusque-là, parce qu'il n'y avait aucune difficulté orale motrice qui pouvait m'expliquer. Mm. Puis je le voyais comme il faisait le même nombre de cycles de mastication à chaque bouchée pour des grandeurs différentes.
Donc, c'était comme super intéressant. Puis là, après, il me l'a exprimé. Oui, vraiment intéressant. Ça Mais parle défaire la rigidité de ça, c'est super difficile quand même, là. c'est clair. Puis, tu sais, ça nous ramène un peu à ce qu'on parle souvent hein, de la Oui, prévisibilité, des fois qu'on considère moins, tu sais, dans plein de, au niveau de l'autonomie dans les activités quotidiennes, que ce soit aller à la toilette, manger, la prévisibilité est tellement importante, tu sais. Puis, super importante. puis tu sais, en lien avec, tu sais, le fait de masquer, d'avoir la même sensation, tu sais, il y a aussi des enfants, tu sais, qui vont vouloir que ce soit toujours la même température d'aliment. Tu sais, moi, j'en ai un, les Oui, patates pilées, là, c'était comme, des fois, il en mangeait, des fois, il en mangeait pas, mais ça dépendait de la température exacte. oui. La température, super important. Puis après, il faut choisir nos batailles. Moi, il y a un micro-ondes si tu veux aller comme. Il faut travailler la flexibilité cognitive. Tu sais, à un moment donné, moi, je ne vais pas toujours te donner ta patate à telle affaire, telle façon. Comme il y a des choses usinées, prévisibles, la patate douce, toujours la même température, toujours la même texture, mais tout ce qui est cuisiné à la maison ne sera pas usiné et commercial. Il va y avoir des changements. Donc, si ta patate, tu la trouves trop froide, mais quelles sont tes solutions, là? Donc, là, il faut travailler avec ça parce que tu sais, les enfants sont capables d'aller au micro-ondes ou sont capables de trouver des solutions autres. Puis après, si ta patate n'est pas exactement la chaleur que tu veux, je pense que l'aliment, tu peux l'apprécier quand même. Il sera pas un 10 sur 10, mais il peut être un 7 sur 10. Puis le 7 sur 10, c'est notre seuil d'accept, c'est acceptable. Oui, parce que tu fais ça beaucoup aussi, toi, en vrai, Ouais, de dire, ben, j'ai pas un aliment préféré ou un aliment que j'aime pas, de nuancer, tu sais, avoir des zones grises, parce que oui, nous aussi, tu sais, moi, je mange pas toujours ah, ce que j'aime le plus. Des fois, ben, il faut que je mange ça parce que je veux pas que ça se gaspille. Fait que exact. c'est un peu comme ça que tu travailles aussi avec les Mais enfants. aussi pour dire, t'es souvent, nous, les enfants qu'on voit sont en famille. Je veux dire, tu as un compromis familial. Il y a d'autres gens qui existent autour de toi. À toi de trouver les solutions pour consommer cet aliment. S'il est à 7 sur 10, puis c'est la température, va le chauffer. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour l'aimer? Mais moi, ce que je veux pas, c'est qu'il l'évite. Parce que éviter, c'est trop facile. Mhm. Quand le défi est juste, là, sans Puis, pression. puis là, tu sais, on pourrait en parler bien longtemps, mais tu Oui. sais, comment tu travailles ça, mettons, visuellement? Comment t'expliques, mettons, Beaucoup que... visuellement. Ouais. Ouais. C'est on a quand même beaucoup de langage visuel là, que j'ai beaucoup appris à la CRCM d'ailleurs avec plusieurs personnes. Avec Donc, Vanessa, qui est là, notamment. oui. C'est Puis Vanessa. Julie, là, qui est Oui, là, à Julie qui est quelque part. là. Mais, puis Edith, en tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai appris beaucoup. Alors, le langage visuel est vraiment l'entrant principal. Donc, tout ce qui est, tu sais, les marguerites, on les fait. On travaille, moi, je travaille beaucoup aussi avec un outil que j'ai développé pour dire, voici tout ce que tu fais pour fuir. Tu dis non, je sais pas, tu cries, tu refuses. Ça, c'est toi quand tu veux pas puis que tu as peur ou que tu veux pas faire l'aliment. Quelles sont tes solutions? Donc, tu peux juste le tolérer dans l'assiette, tu peux aller le faire chauffer, tu peux aller le licher. Il y a quand même toute la base SOS de food chaining qui va rester une base. Mais après, il faut le mettre en pratique à la maison. Mhm. Ça, c'est pas toujours facile non plus pour les parents. C'est hyper complexe parce que les enfants n'ont pas beaucoup de fenêtres où ils sont disponibles pour faire les essais alimentaires. Donc, souvent, on a des contrats avec les enfants pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, c'est quoi mes attentes par rapport à eux. Il faut toujours que le défi alimentaire soit juste. Ou ça peut être juste du comportement, là, être capable d'être assis à la table avec les autres. Mais c'est pas facile. Puis, C'est pas facile. non, mais ça, clairement pas. Clairement pas. Puis, tu sais, ça fait 2 fois que tu parles de défi alimentaire juste. Comment Ouais. faut savoir si c'est juste ou pas juste? Ben, dans le fond, tu sais, là, dans Ergo, on parle tout le temps, ben, je pense partout, là, du Just Right Challenge. Puis là, je pense que c'est à nous, en ergothérapie, d'aider les parents. Parce que moi, ils viennent dans la salle, puis ils sont comme, ouais, mais ils mangent pas de légumes, il faut qu'ils mangent des légumes. Mais s'il n'y a aucun légume dans ses catégories, puis il a toujours été aversif des légumes, moi, je ne pourrais pas commencer avec ça, là. C'est impossible. Moi, il faut que j'y apprenne qu'il existe des goûts différents, qu'il n'ait pas peur des aliments, de réduire les actions ritualisées, de juste pousser l'aliment, mais d'interagir avec. Donc, il faut choisir un défi juste. Donc, souvent, on fait comme, par exemple, on va aller dans la catégorie des aliments où il y a le plus d'aliments, ou on va utiliser des aliments usinés aussi, tu sais, pour aller les chercher. Puis, on essaie de trouver un aliment. Souvent, c'est les craquelins, là, les défis justes au début. Ils aiment tous les craquelins. Donc là, on choisit des nouveaux craquelins, puis on fait
comme des bancs d'essai. Puis ça, c'est plus facile à réintégrer, généraliser au quotidien pour les parents. Puis après, on construit à partir de là. Mais il faut choisir. Souvent, on part du mapping sensoriel. C'est super important de faire le mapping, là, des préférences sensorielles, ça le dit, là, pour savoir c'est quoi son profil. Puis des fois, pour les plus vieux, j'écris les mots-clés de leur profil, je leur donne, puis je dis, là, tu vas aller à l'épicerie, dans telle allée, puis tu vas me choisir des nouveaux aliments qui fonctionnent avec ton profil. Puis, ça serait quoi, mettons, des mots-clés, juste pour qu'on se fasse une Genre idée? croustillant, beige, Hmm. pas prévisible, usiné, pas quelque chose que tes parents ont cuisiné, mais ça serait sûrement croustillant, beige, homogène. Et justement, on peut en parler des aliments beige? Parce que, Ouais, il y en a comme beaucoup, que, hein, je sais. ouais, même ce matin, j'étais avec une famille, puis là, elle me disait, ben, je pense qu'ils mangeraient juste des pâtes blanches avec du fromage, tu sais, fait que souvent, on a Oui. ça, des pâtes blanches, du pain, des patates, des frites, des croquettes de poulet. Ouais, c'est ça, hein. Ça, c'est comme toujours un grand. Sont vraiment. Il y avait une formation de Marsha Doone, là, de Get Permission Approach, qui, elle disait tout le temps, les enfants TSA sont comme attirés par le beige. Nous, on est attirés par des salades, la couleur, mais pas eux. Donc, au niveau de l'apparence, est-ce qu'on en comprend que visuellement, c'est plus homogène, qu'ils ont moins tu sais, leur habileté supérieure de discriminer tous les détails, là, ils en ont comme pas beaucoup à discriminer, alors peut-être que je sais pas, là, ça leur fait du bien. C'est souvent similaire. Il y a pas beaucoup, tu sais, des fois ils disent ah ouais, ma toast est trop brûlée. Puis là, c'est comme ben Mhm. là, brûlée, comme il y a un petit affaire, là, je peux pas croire, tu peux pas me manger, mais comme là, ça a discriminé, pouf, c'est refusé. Des pâtes, c'est jamais brûlé. Tu sais, c'est pas. Puis l'odeur des aliments beige est très neutre. Il n'y a pas de grandes odeurs, là, à moins que je me trompe, là, mais le riz, les pâtes, les croquettes, Le c'est pas pain, du poisson, non. c'est pas du saumon. Mhm. Donc, dans leur perception visuelle, puis moi, je suis pas nutritionniste, là. S'il y a des nutritionnistes dans la salle, je sais pas s'il y en a, là. Je serais vraiment curieuse, mais, Pas sûr. tu sais, il y a quelque chose avec la microbiote aussi, là, qu'ils sont en train d'étudier si ça répond mieux à ce que leur intestin, tu sais, les bactéries, les champignons, tu sais, sont aussi en train d'étudier ça parce que partout dans le monde, c'est tout ça. Mhm. C'est le Québec, ben, Toutes les partout, autres. souvent, c'est juste beige. Que tu OK. parles, tu regardes en Europe, aux États-Unis, là, je sais pas, en Australie, mais. Mhm. Fait que c'est comme C'est- généralisé. Mhm. Puis, tu sais, c'est des textures lisses aussi, Ouais. souvent. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Donc, il faut partir du beige. Assurément, si vous avez des interventions à faire, il faut partir du beige, souvent, Puis pour introduire. pas d'aliments tout mélangés à plusieurs textures, puis tout ça. Ça, Non, puis pas d'aliments imprévisibles. Tu sais, il y a des encodages un peu exceptionnels, des fois que tu te demandes, ah, ils mangent des bleuets. Comme, ils mangent tout beige sauf des bleuets. Puis le bleuet, pour moi, il y a pas plus imprévisibilité au niveau du goût, de la texture, comment ça éclate en bouche, combien de mastications je vais faire. Mais ça, il l'a encodé positivement. D'où la logique personnelle. Ça, je peux pas le comprendre, là. Mhm. Ouais, puis, hey, c'est vraiment, en tout cas, là, je me prends des notes parce qu'il y a trop de choses, je veux revenir dessus, mais tu sais, tu as dit ça éclate en bouche, là. Hey, ça, moi, Oui, on dirait que j'avais pas compris ça. J'ai une petite fille qui m'avait dit, ben moi, je vais manger des tomates, mettons, coupées, parce que quand je mange une tomate cerise, tu sais, il me semble que c'est très bon, une tomate cerise, mais ça éclatait dans sa bouche, puis elle tolérait pas, parce que ça allait sur ses joues, puis tout ça. Fait oui, que ça aussi, c'est quelque chose à considérer, hein. Je suis pas sûre, tu sais, que des fois, on y pense à cet aspect-là. oui. Puis tout ce qui éclate en bouche, souvent, c'est c'est plus dur à mastiquer parce que ça a de la pelure. Puis les enfants, tu sais, quand t'aimes pas le goût, là, tu veux avaler vite. Alors, quand il y a plus de pelure, c'est plus difficile. Puis aussi, quand ça éclate en bouche, tout le temps des... C'est ça, c'est très imprévisible sur le goût, puis combien de jus il va avoir, puis il y a beaucoup de transitions. Plus Ouais. que des pâtes, admettons. Ah oui, clairement. Puis, tu sais, tantôt, peut-être que tu n'as pas une bonne réponse ou une seule réponse, j'aimerais dire, mais tu sais, tantôt, on parlait, mettons, de la tranche de pain qui est brûlée, juste le coin, là. Ah, ouais. Bon, tu sais, il me semble, moi, je vois tout le temps ça, là, il y a comme une chose qui marche pas dans l'assiette ou sur l'aliment, tu sais, comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu recommandes de faire? Ben, c'est sûr que il faut pas éviter l'aliment. Donc là, quand je suis certaine, c'est ça, que le défi est juste, que j'ai une alliance avec l'enfant, que c'est son pain, de la marque, tu sais, toute la parenthèse d'à côté, tu sais, on écrit pain là, dans le répertoire alimentaire, puis il y a comme une énorme parenthèse, là, pain pomme de telle marque, de telle affaire. Quand je suis certaine que c'est ça, puis que le seul changement, c'est un peu la couleur,
je vais essayer de l'amener à y goûter. Puis si je suis pas capable, je vais travailler la flexibilité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe la toast puis on garde juste les bouts que t'aimes? Est-ce qu'on va gratter pour enlever le noir? Puis là, est-ce qu'on met du beurre d'arachide dessus puis que t'aimes puis ça va le cacher puis on regarde si le goût est correct? Est-ce, puis là, ou est-ce que tu veux qu'on y goûte puis on va le cracher si t'aimes pas ça? Donc, je vais quand même aller travailler ça Mhm. parce que d'après moi, ça changera pas grand-chose. Puis Ça ne changera pas souvent, grand-chose. dans le goût, Ah il va oui. quand même l'accepter. Mhm. Mais des fois, il y a comme une réticence, tu sais, d'emblée à non, je veux pas. Puis là, c'est comme si on sent l'anxiété qui monte. Puis là, ben, tu sais, c'est difficile après ça Ouais. de faire quelque chose. Ben, chez les enfants autistes, j'utilise beaucoup les intérêts de prédilection, les intérêts restreints à l'alimentation. Je pense que dans les soupers, dans les repas familiaux, c'est pas là qu'on fait beaucoup de nouveautés, c'est dans les collations thérapeutiques, dont chez moi, avec moi, puis parler des intérêts, tu sais, de parler de ce qu'on aime, ou jouer avec ce qu'on aime, ou regarder un livre de ce qu'on aime vraiment beaucoup, ça diminue beaucoup l'anxiété. Mhm. Puis ça me permet d'avoir un levier pour venir travailler l'aliment puis avoir une interaction. Donc souvent, je mixe les deux, puis avec la flexibilité cognitive, on finit par y arriver. Puis des fois, c'est juste moi au début qui le mange, puis après, comme on bâtit le SOS avec des jeux. Ouais. Fait que donc, tu sais, tu recommandes vraiment l'utilisation des intérêts de prédilection comme pour Ouais, faciliter les apprentissages globaux, mais pour l'alimentation aussi. ouais, parce que dans le fond, oui, parce que ça diminue, j'ai réalisé que ça diminuait énormément leur stress. Puis des fois, c'est juste un apprend avec les chiffres, parce qu'ils aiment les chiffres, puis je mets des aliments sur les chiffres, puis là, on parle de quel chiffre on va choisir. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui crie Ouais. intérêt tablette, on fait quoi? C'est une très bonne question. C'était ma prochaine Dans le fond, question pour toi. ouais, ça, je suis vraiment curieuse de vous entendre parce que je suis comme en... J'ai une ambivalence, je pourrais dire, parce que je pense que c'est correct d'utiliser la tablette si c'est cette façon-là qu'ils mangent à la maison. Toutefois, si ça devient de l'autostimulation puis il ne mange plus puis il y a un impact fonctionnel, là, il faut retirer. Mais si c'est cette façon-là qu'il mange ses repas d'aliments aimés, moi, elle ne me dérange pas si elle ne dérange pas les parents. Après, ça va avec chaque besoin des familles. Dans les collations thérapeutiques, ça veut dire où j'ai besoin qu'ils interagissent, j'ai besoin d'avoir de l'imitation motrice, de l'autorégulation, de l'imitation sociale. J'utiliserai peut-être pas la tablette si ça devient envahissant. J'ai un garçon, il a 9 ans, il vient chez moi, il amène ses toutous de chat, ses photos de chat, et son intérêt de prédilection, c'est TikTok. Mais moi, je peux pas faire rien s'il me fait pas une danse aux 5 minutes de TikTok. Donc, j'ai intégré la tablette, mais pas pendant qu'on interagit avec l'aliment. C'est comme des pauses. Sans être un renfort, là. Il faut bien comprendre aussi la différence entre un renfort. Pour moi, c'est pas un renfort, c'est juste pour qu'il me parle des choses qu'il aime puis qu'il y ait un espace qu'on peut discuter. Puis en même temps, ça abaisse l'anxiété qu'il aurait pu Ah montrer ouais. face à un aliment qui n'était pas aimé. Puis Moi. tu sais, on travaille quand même la réciprocité. Là, je fais le TikTok avec lui, puis tu sais, je suis intéressée, je pose des questions, on travaille les ouvertures sociales. Là, non, moi, j'aime pas vraiment ça. Tu sais, il y a quand même d'autres choses qu'on peut pratiquer. Puis tu dis quoi aux parents qui vont dire, ben voyons, tu sais, à la table, on essaie de pas avoir d'écran ou de tablette parce que, tu sais, il faut aussi comme, tu sais, en profiter pour que ce soit un moment privilégié pour les relations sociales, etc. Ben, on peut l'enlever. Tu sais, si c'est leur besoin, puis c'est vraiment quelque chose qui est important, on peut essayer de micro-graduer l'utilisation de la tablette avec un, tu sais, vous le savez, là, juste le son ou le mettre plus tard après le repas, tu sais, le faire le avant, le après. Puis souvent, ici, en tout cas au public, là, même à la CRCM, tu sais, j'irais chercher les éducateurs spécialisés pour m'aider. J'irais chercher de l'aide parce que souvent, c'est très difficile. Puis quand on les enlève, je demande aux parents de parler de choses aimées puis de mettre vraiment aucune pression pour qu'ils mangent. Mais si l'enfant a des carences de croissance importantes, puis que son volume n'est pas assez grand des choses aimées, j'enlèverai pas la tablette. Mais vous pouvez avoir une opinion différente.
En fait, il faut cibler nos priorités. On veut que l'enfant il mange, on veut qu'il interagisse. C'est quoi, à ce moment-ci, on est à quelle priorité pour lui? Exact. Fait qu'on pourra Tu sais, travailler s'il y a l'aspect social. trois, tu sais, s'il y a pas beaucoup d'aliments puis qu'il mange pas beaucoup, ben, puis que l'acte est non signifiant, ben, moi, je veux qu'il mange, là. Tu sais, je veux pas qu'il soit hospitalisé, là. Mhm. Ouais, je comprends. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Tu sais, je pense qu'on pourra en parler longtemps de ça. Je sais pas s'il y en avait qui avaient des commentaires par rapport à ça, mais sinon, si oui, écrivez-le. Mais sinon, tu sais, je reviendrai un peu tout à l'heure. Tu sais, as parlé rapidement, puis tu as parlé beaucoup d'interagir avec l'aliment. Oui. Puis, tu sais, il y a plein d'approches. Tu sais, j'ai SOS, entre autres. Il y en a plein qui vont dire, ben, tu sais, il y a comme des étapes. Là. Tu sais, il faut que l'enfant il tolère l'aliment visuellement, qu'il le porte, Oui. qu'il le sente, qu'il le mette à sa bouche, qu'il donne un bisou. Mais tu sais, je trouve que des fois, on reste comme bloqué là. Tu sais, le fait de le mettre dans la Oui. bouche, c'est comme difficile. T'en penses quoi, tu sais, de tout ça? Je pense que c'est vraiment difficile. Je pense que, notamment chez les enfants autistes, c'est qu'ils ont ritualisé qu'avec toi, ils donnaient les bisous. Dans ton partenaire de jeu, là, genre, moi, avec Gabriel, je donne des bisous aux aliments, puis j'irai jamais plus loin. Puis non seulement j'irai jamais plus loin, mais je sais pas que Gabriel, elle veut m'emmener plus loin. Tu sais, il n'y a pas cette perspective-là. Mm. Donc, il faut toujours micro-graduer dans le jeu pour arriver à licher. Tu sais, moi, j'ai fait SOS, mais SOS, euh, c'est pas une méthode, non. Tu sais, c'est comme très protocolaire. Après, tu le modifies comme tu veux, mais il faut quand même amener l'enfant à aller plus loin. Puis, il peut être très surprenant avec des trucs visuels de où on va aller, puis on y arrive. Ça fonctionne beaucoup avec les enfants plus néophobiques alimentaires. Après, ceux qui sont capables de goûter sans arrêt, là, ils goûtent, mais ils l'enlèvent. Il y en a plein de ça, là. Eux, SOS fonctionne pas vraiment parce qu'ils sont déjà au plus haut de la pyramide. Donc, là, j'essaie comment je pourrais dire? J'ai comme une règle des trois bouchées. Comme il faut prendre trois bouchées, si je vois que le défi est juste puis qu'il n'y a pas d'inconfort là, au niveau sensoriel. Parce que la première bouchée, c'est juste anxiogène. Tu goûteras pas vraiment l'aliment. La deuxième bouchée, tu vas avoir plus une perception réelle. Puis la troisième va venir comme confirmer si tu pourrais l'aimer ou pas. Donc ça, c'est quand même intéressant. Puis il y a les autres, là je parle beaucoup, là, mais il y a les autres profils qui sont les ARFID, qui ça, c'est encore plus difficile parce que c'est vraiment, l'ARFID peut coexister avec le TSA. Veux-tu définir l'ARFID, peut-être pour ceux Oui, qui savent? l'ARFID, c'est une sélectivité alimentaire où il y a des carences. En français, c'est le trouble de l'alimentation évitante et restrictive. C'est souvent plus chez les ados adultes, c'est le DSM, c'est santé mentale. Ça nous appartient un peu moins, en tout cas en tant qu'ergo, mais on en voit beaucoup. C'est vraiment des enfants qui ont, ou des adultes ou des enfants ados, qui ont pas, qui ont des carences nutritionnelles importantes, là, que leur rapport nutritif est insuffisant par un répertoire alimentaire restreint, parce que c'est comme un dégoût, là, pour l'alimentation. Donc, même les aliments aimés, ils veulent pas trop les manger parce que ça change un peu. Puis, c'est comme, alors, eux qui vivent beaucoup, beaucoup de dégoût, souvent, il faut aller chercher le volume. Alors, le SOS, mettons, fonctionnera pas. Bref, alors, dépendamment de tes catégories ou profils, il faut avoir des interventions différentes. Mhm. Puis justement, tu sais, si on parle d'intervention, là, parce que là, le temps, il file, puis Ouais, tu ouais, sais, ouais. on peut-tu un peu parler de, tu sais, des grandes recommandations, des idées de Ouais. base, tu sais, que même si on n'est pas ergo, qu'on n'est pas formé comme toi, tu sais, qu'est-ce qu'on peut comme essayer de mettre en place quand l'enfant est sélectif? Mais quand l'enfant est sélectif chez les enfants autistes, mettons, Ouais, il oui, faut oui. vraiment travailler en amont les précurseurs à la communication. Je pense que ça, c'est non négligeable. Si je veux qu'ils m'imitent, puis qu'ils comprennent ce qu'on fait, il faut quand même qu'il y ait une imitation sociale, motrice, perspective de l'autre. Je veux dire, pour comprendre ses besoins et les miens, on doit avoir une réciprocité. Après, manger ensemble va rester la chose la plus difficile en 2025 chez nos familles, mais manger ensemble, parler des choses qu'on aime, beaucoup d'éducation à la famille, que leur fonctionnement est différent. Puis de choisir, tu sais, de garder la prévisibilité, de garder les aliments 100% sécurisants, d'avoir des routines, un environnement sécurisant, c'est les recommandations de base. Mm. Après, il faut quand même faire des changements dans la prévisibilité, puis créer aussi comme
arrêter de cristalliser un répertoire alimentaire qui va s'effriter avec le temps. Donc, souvent, ça passe par les parents dans comment ils sont à la table. Puis maintenant, souvent, je leur dis, il faut que vous ayez un repas au moins par semaine qui est intégratif de l'enfant. Ça veut dire que si l'enfant mange juste des croquettes, moi, je m'attends à ce que vous mangez des croquettes une fois semaine. Pour qu'il voit que vous êtes aussi intéressé à ce qu'il mange. Puis que c'est pas juste lui qui est toujours un peu à part. Puis, tu sais, je pense que aussi, il faut comme parler, ben, conscientiser les parents au fait qu'ils vont jamais avoir, possiblement jamais un répertoire alimentaire hyper varié, puis ça peut être normal, là, de Jamais. vouloir manger souvent la même chose. Ouais, exact. Puis je pense que le rôle en tant qu'intervenant, c'est de dire c'est quoi les impacts fonctionnels. Donc, au niveau médical, est-ce que tu bois aucun liquide, tu as trois aliments, tu es full constipé, on doit travailler là-dessus. Donc, il y a un impact fonctionnel. Est-ce qu'il y a au niveau de l'environnement, les stresseurs sont très grands, vous pouvez pas faire de sortie, tu vas jamais manger avec tes amis, tu reviens, tu sais, il y en a beaucoup qui reviennent à la maison pour manger parce qu'ils peuvent pas tolérer manger à l'école. Donc, est-ce qu'il y a des impacts fonctionnels? Parce puis si oui, on va travailler. Sinon, on peut accepter que l'enfant mange ce qu'il mange si ça fonctionne pour tout le monde et sa croissance. Mhm. Puis, qu'est-ce que tu proposerais, mettons, qu'on présente dans l'assiette, tu sais, de l'enfant? Parce qu'on peut pas toujours juste présenter ce qu'il mange. Là, il y a le repas familial prévu, mais tu sais, Dans le fond, ouais, dans le c'est la fond, réponse, mais je veux que tu oui, en dans le fond, parles. moi, ce que C'est ce que je j'essaie veux dire. de faire, c'est que dans la prévisibilité avec l'enfant, hein, parce qu'il y a différentes choses. Tu sais, si tu veux travailler le maintien de son répertoire alimentaire, c'est un autre genre d'objectif, mais si tu veux intégrer un nouvel aliment, il faut quand même arriver à que trois quarts de l'assiette soient des aliments super aimés et sécurisants. Puis moi, j'inclus là-dedans les aliments à peu près à 7 à 10 sur 10, là, de 7 à 10. Donc, il y a des aliments quand même qui sont plus 7 sur 10 neutres, mais tu vas le défier juste. Mm. Puis on met 3, 4 bouchées, deux petits morceaux, des nouveaux aliments qu'on a ciblés ensemble. Pour OK. que quand lui il voit l'assiette, le changement soit le plus petit possible, mais tout ça dans la prévisibilité, là, genre tout ça a été dit, dessiné, refait en séance. Puis, qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant ne veut pas manger ce qui n'est pas dans ses aliments préférés, qui n'est pas le trois quarts, mettons? On reprend l'outil visuel. On reprend l'outil visuel puis on dit, c'est quoi tes stratégies? On le refuse, le défi est juste, on le choisit, c'était prévisible. Est-ce OK. que tu, est-ce que tu donnes un bec? Est-ce que tu le mets avec une sauce? Est-ce que tu le mets juste dans l'assiette? Puis tu le tolères visuellement. Moi, je veux que tu choisisses une des stratégies que tu as vues, mettons, en intervention. C'est Ça, ça. c'est la façon que je fonctionne. Fait que c'est pas un aliment qui, tout à coup, les parents ils disent, ben là, je vais y intégrer. Moi, c'est des brocolis, même si on ne l'a jamais travaillé. C'est un aliment qui est travaillé avec toi. Ouais, Il y a eu quelque chose qui supporte le fait exact, qu'il s'est engagé à le manger. exact. Puis là, les parents sortent ça. Mais les parents, ils deviennent vraiment bons pour aussi regarder quel aliment peut devenir acceptable au niveau du mapping de ce qu'il peut tolérer. Ils sont quand même bons, puis à la fin, c'est eux là, qui font les défis. Hum, Mais OK. j'essaie de faire tu sais, de l'empowerment là, chez l'enfant pour qu'il prenne ses décisions. Ouais, ça, c'est intéressant. Puis c'est pas facile, hein? C'est un grand défi aussi, là. Ouais, Mais puis généraliser mes acquis en séance, puis les acquis à la maison, puis les acquis en milieu de garde, c'est comme un casse-tête, là. ouais, exact. Ça fait partie des défis. Puis on a une Ouais, question, Gabrielle, je pense, je vais ouais. juste la lire. Pour ou contre la recommandation de mettre les aliments au centre de la table pour que l'enfant choisisse les places seules dans son assiette? Et quelles sont les attentes quand il l'a choisi et refuse de le manger? Mhm. Ben, c'est une très bonne question. Dans le fond, dans les recommandations de base, si l'enfant a comme un intérêt, c'est sûr que la préparation du repas, participer, c'est quand même un facteur de protection. Je pense qu'on peut tout mettre sur la table, à moins que tu aies un enfant qui a des défenses, tu sais, qu'au niveau olfactif, c'est vraiment difficile. Qu'au niveau visuel, c'est difficile. Ça dépend aussi, est-ce qu'il y a une place stratégique sur la table pour qu'il voit moins, soit en moins, tu sais, en contact. Ça dépend des enfants. OK. Euh, Puis s'il le met dans son assiette, déjà, il a fait une interaction avec l'aliment. Si c'est un nouvel aliment qu'il avait même jamais vu, je trouve que c'est une belle victoire, même Mhm. s'il ne mange pas. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, à partir de quel âge tu débutes ça, tu sais, ce type d'intervention-là que tu parlais, je pense, juste avant, là, tu sais, c'est quoi tes stratégies?
Ben, c'est drôle parce je pense qu'il y a Edith, là. J'avais parlé, c'est pas à Edith, j'avais parlé à d'autres neuropsy, puis j'avais demandé, tu sais, comme les stratégies dans les fonctions exécutives, c'est quand qu'on peut travailler la flexibilité cognitive. Euh, Puis on m'avait dit, là, Edith, là, c'est sous toute, on m'avait dit plus vieux, là, vers 7, 8, 9 ans. Mais la façon que je suis, j'y travaille vraiment avant. Dès 4, 5 ans, je dessine des solutions Mhm. pour éviter le conflit à la table. Quand je suis là, tu sais, il y a plein d'enfants dans le sélectif alimentaire qui n'ont aucun suivi, mais quand je suis là, tu sais, voici tes trois choix. Quand tu n'aimes pas l'aliment, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est intéressant. Puis tu as fait aussi un super beau scénario social que moi j'utilise beaucoup maintenant. Ça aussi, c'est Ah, une stratégie. oui, j'ai fait avec l'intelligence artificielle aussi un peu quand même, Oui, là. mais et tes idées, que Oui, l'intelligence mes idées, mais artificielle c'est, qui a aidé à mettre en. ce que Mais je ça, veux dire, c'est que ça m'a pris 2 minutes à la place de 1 heure et demie, là. mais en tout cas, moi, il m'aide beaucoup cet outil-là. Puis donc, c'est le genre de choses que tu peux partager en mentorat aussi, des fois, quand tu coaches les. Oui, Ouais, tout à fait. oui, j'en ai fait plusieurs, là, ouais. Il y a une autre question, c'est un sujet, je pense, qui suscite beaucoup de questions. Ouais. Donc, il y a Nadia. Bon, allô Nadia, je t'ai pas vue, on s'est écrit, mais bon, qui demande à Gabriel, tu as mentionné que souvent les enfants mangent à la maison. Oups, c'est un peu. Mangent à la maison, tu les tues car ils ne sont pas capables de manger à l'école. Selon toi, c'est quoi là ou les raisons de cela? Le fait qu'à l'école, ce n'est pas prévisible ou autre chose? Mais c'est sûr qu'à l'école, il y a plus de demandes, hein, il y a plus d'exigences. Euh, Pourquoi ils le font pas? Des fois, honnêtement, je le sais pas. Des fois, je pense que tu sais, Caroline, elle parle souvent de camouflage au féminin. Je pense qu'il y a un camouflage alimentaire, là. Je suis en train de regarder ça. Comme pourquoi ils sont capables de manger tout ce qu'il y a à la garderie. Puis quand tu vas à la garderie, tu vois bien que leur visage est comme c'est pas super, là. Tu vois qu'il y a des grimaces faciales. Mais je sais pas. La difficulté à généraliser les acquis, leur façon de catégoriser qu'est-ce qu'ils font avec quoi, comment. Puis, c'est pas mal ça. En tout cas, Est-ce que d'autres ont d'autres idées? Je mais suis la comme, notion de camouflage, on en a parlé lundi, Gabriel et ouais, moi. Ça, comme ça fait beaucoup de sens. C'est un peu comme nos profils de petites filles qui, tu sais, se conforment toute la journée puis éclatent à la maison dans un environnement connu. Ben, à la garderie, ils se forcent, puis à la maison, le soir, ben, c'est comme là, j'ai le droit de manger ce qui me fait du bien. J'ai plus ouais, envie en fait, de exact. faire l'effort. Puis, à la garderie, si on les regarde bien, tu sais, ceux qui ont de l'imitation, puis ils voient tous les amis, c'est sûr que c'est intégratif, mais des fois, tu les vois, puis ils ont tout trié, ils ont tout tassé, ils ont nettoyé la sauce, tu sais, ils ont quand même des stratégies, là, subtiles soient-elles. Mhm. Gabriel, il y a des gens qui demandent si on peut partager le scénario. Moi, j'ai envie de dire qu'on vous reviendra par courriel pour ça. Il y a des outils qui sont créés dans certains cadres ou non. Bref, c'est bien noté. Je vous écrirai dans le courriel qui fait suite à ce midi-ci si c'est possible ou non. Catherine, elle demande, puis je vais juste voir le temps. On prend encore quelques questions parce que je veux aussi qu'on parle de la collaboration interprofessionnelle là, dans les codes de. Fait que on prend une question puis on parle de ça après. Quelles sont les pistes d'intervention avec un enfant TSA niveau 3? Ouais, c'est ça, non-verbal, qui présente un faible répertoire, mais des répercussions importantes sur les enjeux de santé, obésité, risque de diabète. Ben, ça, dans le fond, là, si on a besoin d'une nutritionniste puis un médecin, c'est vraiment vite, là. Ça, c'est comme vraiment. Puis en fait, on a besoin de toute l'équipe, là. Éducation spécialisée, ergo, nutrition, médecin, orthophoniste souvent aussi dans les milieux, psychologue, bref. Mais ce qu'on fait avec quelqu'un, c'est qu'on s'assure, que le volume qu'il mange est suffisant. Puis je pense que ce que je ferais, c'est que je ferais des interventions pour le maintien du répertoire alimentaire actuel, pour m'assurer qu'il y a une rotation, qu'on ne délaisse aucun aliment. Puis après, j'ajouterais sûrement des aliments que je dois parler à la nutritionniste pour savoir qu'est-ce qui est le mieux. Ça répond-tu à la question? Mais on dirait que j'aurais tendance à protéger son répertoire actuel avant d'ajouter. Puis on oublie, hein, les nutritionnistes aussi sont super pour faire la structure de l'alimentation. Excusez, il y a Des eu un fois, bruit. ah, C'est chez moi. Désolée si vous avez entendu le bruit. non, mais des fois, il n'y Vas-y. a pas de routine chez. Tu sais, il ne faut pas sous-estimer dans tout ça la routine alimentaire pour créer la faim, s'ils la sentent, puis la motivation intrinsèque à manger. Mm. Des fois aussi, de faire comprendre à l'enfant que c'est pas disponible. Les TSA, comme c'est pas disponible pour l'instant, on va manger plus tard. Euh, c'est pas à sous-estimer cette intervention.
Puis, tu sais, c'est ça, tu l'as abordé un petit peu, tu sais, le Oui. travail avec les nutritionnistes, avec les TES, avec le médecin, tu sais, à quel moment, tu sais, il faut comme travailler en équipe, qui fait quoi dans tout ça? Ouais, souvent, c'est le, tu sais, on va pas se le cacher, en clinique privée, t'es all by yourself, là, t'es vraiment souvent seul, alors tu fais avec, mais on essaie d'aller chercher le médecin. On essaie d'aller pour s'assurer là, que le médecin, les nutritionnistes sont quand même super accessibles maintenant en CLSC. Ils sont capables de faire des de prescrire des bilans sanguins. Puis sont, tu sais, de vérifier toute la croissance avec le médecin, nous aider dans nos interventions. Donc, ça, c'est vraiment important. Il y a des orthophonistes qui font aussi j'en ai peu autour de moi, mais il y en a aussi qui font de la sélectivité alimentaire comme nous, les ergots. Puis, les éducatrices spécialisées sont très, très bonnes pour nous aider dans les comportements aussi de refus, de cris, de s'opposer, de nous lancer des objets. Hmm, Donc, il faut s'allier. hmm. C'est super intéressant, Gabriel. Je pense qu'on va commencer à s'arrêter là-dessus, mais je vais faire un petit wrap-up je pense que ça va avoir été vraiment hyper bénéfique pour tout le monde. Il y a eu plein de questions puis tout ça. Je pense que tout le monde voudra en savoir plus. Mais Ouais. justement, là, en fait, tu sais, toi, tu es disponible aussi pour faire l'accompagnement. Il y a une formation aussi qui va sortir. Tu veux-tu nous en Ouais. parler un petit peu? Mais c'est sûr que, tu sais, comme avec la CRCM, je peux offrir du mentorat ou si vous avez des questions avec vos établissements, ça, c'est sûr que ça peut se faire. Mais j'ai pas, tu sais, moi, ce que je cherche aussi, c'est les échanges, là. J'aime échanger pour comprendre. Puis, il y a aussi une formation avec une collègue qui va sortir, mais c'est pour les ergothérapeutes, qui va probablement sortir en 2026, on espère, puis elle va être annoncée sur Ergo Québec. Hmm. Donc, c'est un sujet que j'aime beaucoup puis que je partage là, autour de moi. Ça paraît que tu aimes ça beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ça. Puis je pense que si vous avez des collègues qui aiment ça, plus on en parle, tu sais, comme Julie qui est là, qui est une grande ergo et amie à moi. Des fois, on s'appelle, là, puis on essaie de brainstormer ensemble, mais même avec Caroline le matin quand tu sais, on s'appelle parce que je veux juste vous dire, c'est vraiment difficile la sélectivité alimentaire. La dysphagie, c'est plus clair, c'est plus protocolaire, il y a des balises, mais pas la sélectivité alimentaire. Alors, plus vous allez en parler à vos collègues, plus vous allez avoir des idées d'intervention ou une autre vision que tu n'avais pas pensée. Mhm. Puis, tu sais, s'il y en a qui veulent travailler, c'est ça, en individuel avec toi, mais c'est possible dans le courriel Oui, pop un peu que je fais toujours, là, je vais vous envoyer son courriel si vous voulez la contacter. Donc, ben, c'était le dernier, je voulais parler un petit peu des lunchs TSA, c'était le dernier lunch TSA de l'automne, ça fait comme, on a fait le printemps, là, on a fait l'automne. Je suis en train de prévoir ceux de l'hiver, je savais pas si je le ferais, mais bon, il y a comme vraiment comme beaucoup de personnes qui assistent, fait que je pense que c'est quelque chose qui est apprécié. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'ils soient discutés, ben j'aimerais ça le savoir. Je vous ai envoyé un petit courriel, si jamais ça vous tente de me faire un retour. Sinon, j'envoie un courriel la semaine prochaine avec un sondage à répondre. J'ai déjà des idées, mais bon, j'ai envie que ça réponde peut-être à vos besoins, puis c'est ça, que ça réponde à vos besoins. Puis j'ai aussi envie peut-être de découvrir des nouvelles professionnelles qui voudraient venir jaser avec moi. Fait que si vous connaissez des gens, ben n'hésitez pas à m'en parler. Puis là, la rencontre, elle a été enregistrée, fait que je mets ça en ligne demain, vendredi ou samedi, je sais pas, puis je vous envoie un courriel aussi pour que vous puissiez le réécouter l'enregistrement. Donc voilà, puis à vous dire aussi, toutes les formations de l'hiver vont sortir toutes les dates. Donc si jamais vous attendiez après des formations en live, là, en direct, ben tout est presque mis sur le site web. Donc ça s'en vient, ça aussi pour l'hiver. Donc voilà, j'espère que ça va avoir été apprécié. Si jamais il y a une autre question, peut-être qu'on peut en prendre une dernière. Sinon, ben on peut se laisser là-dessus. Il y a plein de beaux cœurs. Gabriel, tu les vois? oui, c'est ça. Bravo. Puis Gabriel, Merci. je pense que pour tout le monde qui est venu, autant Julie qui est là, Émilie, je ne sais pas si elle est là, mais merci à tout le monde qui est venu pour les lunchs TSA cet automne. Puis je sais que c'est super stressant. Je me sens mal parce qu'ils sont tous, oh mon Dieu, je suis stressée. Je me sens mal de les mettre dans cet état-là, mais je pense qu'au final, c'est super apprécié. Puis voilà, Oui. c'est super bon. C'est super bon. Fait que merci beaucoup. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on se laisse. Puis ben, à la prochaine. Merci. Bon Merci. Bye bye après-midi. tout le monde. Nous, on reste en ligne, fait qu'on vous laisse quitter. Julie, si tu veux rester, il n'y a pas de problème. Oui, Julie, tu vas rester en fait. Fait que bye tout le monde.